Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'opposant ivoirien, Guillaume Soro, s'est exprimé ce jeudi passé sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, plus précisément sur l'organisation de la présidentielle du 31 octobre 2020. Depuis Paris, l'ancien Premier ministre a menacé que le scrutin ne pourra pas se tenir dans des conditions actuelles. Le 14 septembre, la Cour constitutionnelle a rendu publique la liste définitive des candidats retenus au scrutin présidentiel lors d'une audience publique. Mais la candidature de Guillaume Soro avait été rejetée par la dite Cour. Le docteur Bertrand Tatsinda est revenu sur cette actualité pour livrer son analyse. Suivons maintenant le décryptage de la situation par le docteur Bertrand Tatsinda. Suivons. Bertrand Tatsinda, bonsoir. Vous avez sur ce plateau, une fois de plus, vous avez répondu donc à l'invitation d'Afrique Média, mais vous avez souhaité également dire un mot sur ce sujet d'accueil. Et moi, je vous pose donc la question. Lorsqu'on voit le propos de Guillaume Soro, il transpire évidemment une menace. Et quand on voit la liberté avec laquelle il circule en Europe et notamment en France, malgré le mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui, est-ce que vous vous dites que l'équilibre du pouvoir est en train de changer en Côte d'Ivoire et que le jeu politique est complètement à refaire? Déjà, bonsoir Monsieur Fred de m'avoir invité. Bonsoir à mon très cher aîné Luc Michel et aussi à Monsieur Habib Sanogo qui va nous donner un certain nombre d'informations et de son analyse sur la vision, si vision il y a de Monsieur Guillaume Soro. Je n'appartiens pas à, comment je vais dire, au fan club de Guillaume Soro. J'appartiens pas. C'est pas un homme politique pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. J'ai entendu des choses qui m'ont un peu peiné, beaucoup peiné même. C'est donner l'impression que Guillaume Soro est devenu l'ayatollah de l'opposition. Il a lancé le grand appel, mettez-vous ensemble et tout le monde vient. Les appels, il n'y aura pas l'élection en Côte d'Ivoire, moi je les entends depuis. D'ailleurs le timing de lancer cet appel après que la candidature n'ait pas été validée. Au Bristol, je connais un peu cet hôtel. On se demande même si ce n'est pas aussi un peu Paris qui parle un peu à travers Guillaume Soro pour faire entendre raison à M. Ouattara. C'est très compliqué. La question est simple. De quels moyens dispose Guillaume Soro? Pour moi, il n'a jamais eu de véritable moyen. Quand Guillaume Soro était fort, il était soutenu par la France. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. De quels moyens il avait? Il était soutenu par la France. Par le gang qui a mené, en fait, Monsieur Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, il est exilé. Apparemment, une partie de ses moyens financiers sont bloqués par Abidjan. Il a une condamnation de 20 ans de prison. Ses comme zone, un certain nombre ont été domestiqués. Le plus charismatique ne vit plus. Il n'a même pas de parti politique, c'est-à-dire qu'il a un groupement, un mouvement, on ne sait pas trop ce que c'est, il n'a pas une force politique. Avant même ça, il a déjà eu à participer des élections en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été une razzia, c'est-à-dire que de dire que regardez l'Assemblée nationale, effectivement les pros-Soro ont... Donc véritablement pour moi, il n'a pratiquement pour l'instant, pour moi, je ne vois pas de moyens. Et quand on pose la question de savoir quels sont les moyens, on nous explique que son principal moyen, c'est la Cour africaine des droits de l'homme. En fait, qui a expliqué qu'effectivement, il faut réhabiliter Soro. Je rappelle ici que nous sommes tous dans la détestation de faire partie de M. Ouattara. Je rappelle ici qu'on ne confonde pas mes propos. Il faut faire partie de M. Ouattara. Mais pour faire partie de M. Ouattara, il faut bien effectivement que les rapports de force changent. Il faut que les rapports de force changent. Mais pour vous, Guillaume Soro n'est pas le Messie? Non, pour moi, Guillaume Soro, ce qu'il dit, qu'il n'y aura pas d'élection. C'est vrai, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas qu'il y ait élection. Vous ne pouvez pas aller aux élections dans cette situation. Mais vouloir faire passer aujourd'hui ce monsieur comme étant, comment je vais dire que, celui qui convoque, qui à la limite organise, qui structure, qui donne même le mot d'ordre, en fait, à l'opposition de se mettre ensemble. Je rappelle un certain nombre d'acteurs. Vous avez M. Konan Bédié. Moi, j'ai suivi les deux grandes interviews de M. Konan Bédié, du président Konan Bédié, après avoir rencontré le président Gbagbo et après avoir, comment je vais dire que, après avoir déposé, en fait, son dossier de candidature. Mais pour lui, c'est clair, il va aux élections. Ah, Bédié va aux élections. Je vais plus loin.
Monsieur Kakabe, lui, il parcourt la Côte d'Ivoire en train de mettre sur pied ce qu'on appelle en quelque sorte ses relais régionaux et mettre ses équipes de campagne. Lui, il va aux élections. Monsieur Afinguessan, lui, il va aux élections. J'avais dit ici que s'il fallait sélectionner une candidature, une seule candidature, on aurait sélectionné la candidature de monsieur Afinguessan. Il va aux élections. La réunion qui se tient chez M. Bédier, nous serons très curieux de savoir en fait à quoi ça va déboucher. Voilà un des gros problèmes. De savoir effectivement qu'il y a une base en Côte d'Ivoire, qu'il y a des relais de lutte en Côte d'Ivoire et avoir un leadership en Côte d'Ivoire effectivement où on ne comprend pas très bien ce qui s'y passe. Deuxième des choses, je chute là-dessus rapidement. Moi j'avais apprécié le discours de M. Blé Goudé quand il avait pris la parole pour la première fois. Il avait expliqué qu'il faut sortir en quelque sorte de cette politique individualiste et individuel basé sur des personnes. Et moi, j'ai comme l'impression qu'on en est en plein dedans. Parce que chacun parle, chacun essaye de voir comment est-ce qu'effectivement il peut se positionner dans cette histoire, mais on ne parle pas de Côte d'Ivoire. On ne parle pas de Côte d'Ivoire dans cette histoire. Donc, pour moi, effectivement, oui, il ne faut pas d'élection. Il n'y aura certainement pas d'élection. Mais ça ne sera pas du fait de Guillaume Soro. Excusez-moi. C'est ça. Ouais, ok. C'est bien compris. Même pour la forme. J'espère que il y avait autre lieu que le Bristol pour parler à la masse ivoirienne et au peuple ivoirien. Il y avait autre lieu que le Bristol. Mais c'était d'abord une conférence. C'est qu'on n'a pas le temps. Conférence de presse. Ouais, on peut tenir une conférence de presse dans d'autres lieux. Le Bristol n'est pas le seul endroit. Allez chercher à qui appartient le Bristol. Quelles sont les réunions qui se tiennent au Bristol? On n'a pas le temps. Dans la semaine, je reviendrai pour expliquer même déjà ce lieu du Bristol. Ok, donc Paris, je dis, Paris ne peut pas jouer un coup soutenir Ouattara, un coup venir jouer en quelque sorte par un certain nombre d'acteurs, les tout sauf Ouattara. Nous n'allons pas accepter ça. C'est pareil pour la réconciliation. Paris ne peut pas être un acteur de la réconciliation. Ok, c'est bien compris, mais le Bristol, c'est un hôtel. Rien n'interdit donc Guillaume Soro d'y aller. J'espère simplement que Habib Sanogo, vous n'êtes pas parti et que vous allez réagir sur la fin, après la prise de parole de nos invités. Edmond Eyoum, je suppose que, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suppose que vous voulez dire un mot très rapidement sur le sujet d'accueil, mais je rappelle simplement que ce n'est pas le sujet central de cette émission. Vous avez écouté les uns et les autres, peut-être en une ou deux phrases. Quel est votre avis sur la question ? Merci beaucoup Fred. Bonsoir déjà à vos nombreux téléspectateurs. Ça fait longtemps, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, Fred Bongou, aux manettes de cette autre édition de la grande messe panafricaine le dimanche. Je dis bonsoir à mon aîné, à qui voilà, je rends toute ma déférence ce soir, le Bertrand Tatinda, également aux autres copanélistes, à Luc Michel qui est également en multiplex avec nous. Je voudrais simplement dire rapidement que j'ai bien l'impression que nous sommes là au cœur d'un grand théâtre politico-mélodramatique qui en réalité va comme on dit souvent, la montagne va accoucher d'une souris. En réalité, il s'agit de quoi? Moi, je pense, je vais le dire clairement, vous m'avez donné 2 ou 3 phrases. Je pense que le 31 octobre, il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Je le pense parce que nous sommes des légalistes et que ce soit de fait ou que ce soit au travers d'un forcing, nous tous, nous savons comment M. Ouattara a fait pour arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et n'en demeure pas moins aujourd'hui qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire, reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Cela dit, il a peut-être usé d'un certain nombre de subterfuges et de subtilités pour interpréter la Constitution à sa manière et pouvoir poser sa candidature pour ce fameux 3e mandat, à partir du moment où il y est déjà. On parle aujourd'hui de la Cour constitutionnelle qui est censée être l'organe ultime, le plus souverain, en réalité en charge également de l'étude de la constitutionnalité des lois dans chaque pays, et que la même Cour constitutionnelle dont on avait ignoré les pouvoirs à l'époque de M. Laurent Gbagbo, mettant de côté son avis et ses décisions pour prendre la décision de la commission électorale indépendante à l'époque, et qu'aujourd'hui on nous brandisse les décisions de la Cour constitutionnelle comme étant inattaquables. Il faut se dire que nous sommes en plein dans un théâtre en fait. Cette dramatisation de la scène politique ivoirienne aujourd'hui n'en est pas moins influencée par l'extérieur, et bien qu'on nous dise, qu'on nous transmette aujourd'hui le mécontentement
mécontentement, entre guillemets, du président de la République française, comme quoi il aurait assigné ou là. Alors, ce que nous savons, que nous voyons et qui est officiel, c'est qu'il y a eu 2 tweets. Un tweet dans lequel M. Macron était fier que M. Ouattara ne se représente pas, et un autre où il s'est retourné, il a retourné sa veste et il était d'accord pour que M. Ouattara puisse se représenter. Et moi, je m'arrête là. Le reste de ce que les médias nous rapportent et dont nous n'avons pas de preuves, qui se serait passé dans une réunion à huis clos entre le président Macron et le président Ouattara, où il aurait intimé un certain nombre d'ordres, les négociations en coulisses ou les promesses qui auraient été faites par M. Ouattara de permettre à M. Gbagbo de revenir en Côte d'Ivoire juste après avoir été réélu, qu'il aurait posé cela comme préalable, qu'il soit d'abord réélu. Je suis plutôt d'accord avec Luc Michel qui dit que c'est déjà une élection dont le résultat est connu d'avance. Maintenant, moi, je veux dire quelque chose. Au sujet de M. Soro, vous savez ce que j'en pense. M. Fred Bungu, je pense que c'était sous votre houlette, au cours d'une émission ici, que j'étais pleinement revenu sur ma pensée et sur une analyse sur la personne de M. Soro. Je pense que, en tant que jeune, il m'a beaucoup déçu. Il avait porté les espoirs, il charriait même les espoirs de la jeunesse ivoirienne jusqu'au jour où il a décidé de se retourner contre celui qui était comme son mentor et il a accepté de prendre les armes contre son propre peuple. À partir du moment où un jeune africain décide de prendre les armes pour conquérir ou reconquérir le pouvoir dans un pays, il est indigne de porter les espoirs de ce peuple-là. Et moi je dis, M. Soro, moi je le classe dans cet ordre-là. Qu'il fasse n'importe quel type d'appel. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, il est en train de profiter d'un certain nombre d'erreurs de la part du camp Ouattara. Et en cela, il est très fort. Il est en train d'essayer de s'engouffrer dans une brèche qui est laissée, notamment les incohérences au niveau des décisions du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire et des incongruités aussi par rapport aux décisions de la commission électorale dite indépendante. Moi, je dirais que il n'est pas digne et il ne peut pas être celui qui rassemble l'opposition ivoirienne aujourd'hui. Je pense plutôt, et je suis d'accord avec Léné Tatinda, que M. Bédié ira aux élections et je pense que le seul moyen pour rester légaliste, je ne peux pas le refuser dans mon pays et l'accepter dans un autre pays. À partir du moment où M. Ouattara est le président qui est reconnu et si ces élections doivent avoir lieu, je suis contre toute forme de prise de pouvoir par les armes ou par un soulèvement au niveau de la Côte d'Ivoire. Je m'oppose à cela. La seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que effectivement l'opposition ivoirienne se rassemble et fasse bloc autour d'un seul candidat. Et en l'état actuel des candidatures, la seule personne qui pour moi serait fiable pour porter les espoirs de l'opposition et du peuple ivoirien, c'est le président Bédié. Si tant il est vrai qu'il n'est pas en train de jouer un jeu, je m'appuie sur le fait que, ayant déjà été président en Côte d'Ivoire, il n'a plus intérêt à être le chef de l'opposition, ce qui est le cas de M. Afinguessan. Si aujourd'hui on fait de lui le chef de l'opposition en Côte d'Ivoire, il serait tout à fait heureux de porter ce manteau-là. Ou alors M. Kakabe, si on lui donne ce manteau de chef de l'opposition, il serait d'accord. Je pense que M. Bédié pourrait mieux porter les espoirs du peuple ivoirien en acceptant de regrouper autour de lui, de rassembler et que toute l'opposition se rassemble autour de lui. Je pense que la ligne Gbagbo-Bédié devrait plutôt se conforter, que les deux hommes doivent davantage parler, s'entendre pour que la masse populaire, on ne peut renverser M. Ouattara aujourd'hui que par les urnes et par la majorité des Ivoiriens. Il faut aller à ces élections, il faut plutôt travailler. Le grand frère Tatinda l'a dit, le timing ne s'y prête pas. Ce n'est pas à 30 jours, à quelques semaines de l'élection qu'on va dire l'élection n'aura pas lieu. Cette élection aura bel et bien lieu. Je ne veux pas m'appuyer sur les fantasmes ou bien sur les déclarations des vendeurs de sable et des vendeurs de rêves en politique. Je sais déjà que cette élection aura lieu. Il est temps que l'opposition ivoirienne puisse se rassembler autour d'un candidat unique et le meilleur pour moi, qui est mieux placé aujourd'hui, pas parce que forcément il porte le meilleur projet, mais parce que autour de lui, l'opposition peut se rassembler et remettre un certain nombre de choses d'appoint. Avec déjà son programme qui prévoit de ramener tous les prisonniers politiques, de ramener Blé Goudé, de ramener le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce qui remettrait la réconciliation ivoirienne sur de meilleurs rails. Je pense aujourd'hui qu'il est grand temps que toute l'opposition ivoirienne se rassemble autour du président Bédié pour pouvoir renverser Ouattara. Eh bien, difficile.
sorti de ce sujet d'accueil qui cristallise beaucoup de passion et beaucoup d'émotions. Mais je m'en voudrais de refermer cette page sans vous redonner la parole à vous, Habib Sanogo, le porte-parole de Guillaume Soro sur ce plateau. Je pense que vous avez suivi les uns et les autres et j'imagine que vous avez des choses à dire, notamment sur les accusations ou le scepticisme qui est affiché vis-à-vis de votre champion, à savoir qu'il est aujourd'hui très mal placé pour incarner le rassemblement de la classe politique ivoirienne et qu'il n'est pas un modèle pour les jeunes. Bien, merci. En fait, d'entrée de jeu, je vais remettre les choses dans leur contexte. Guillaume Soro n'incarne rien du tout. Il ne prétend pas incarner quoi que ce soit. Il est candidat à l'élection présidentielle de son pays. Les Ivoiriens, au moment venu, vont tenter en fonction de ce qu'il va leur proposer. Et là, aujourd'hui, j'ai entendu le dernier intervenant dire qu'il est légaliste et je me réjouis. Lorsqu'on est légaliste, on soutient la légalité dans tout son ensemble. Ça veut dire qu'on soutient le fait que lorsque la loi dit que les juridictions supranationales priment sur les juridictions nationales, eh bien, il devrait soutenir le fait que la Côte d'Ivoire devrait suivre cela. C'est ça être légaliste. Donc, dire qu'un soulèvement populaire n'est pas légaliste. Non, la souveraineté elle appartient au peuple premièrement. Et ensuite, si je l'entends, je suppose qu'il va jamais être fier de Thomas Sankara, il va jamais être fier de plusieurs personnes là, pères de nos indépendances, qui ont eu leur liberté justement parce qu'ils se sont soulevés. Donc, je suppose qu'il veut aller dans cette logique-là. Je ne la partage pas. En fait, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Peut-être que notre cher ami ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais on ne part pas à une élection. Le président Bédié a été sans ambiguïté. Il a déjà annoncé qu'il ne participera pas à cette élection. Il a déjà annoncé. Il n'a pas attendu la rencontre qui aura lieu demain. Il a déjà annoncé à travers ses pages sur les réseaux sociaux. C'est déjà annoncé. Le président Afin Guessan, donc d'une des deux annonces de FPI, l'a déjà annoncé également qu'il ne participera pas dans les conditions actuelles à l'élection. Donc, on n'est pas dans la politique fiction. On est en train de parler de faits. Ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, lorsque tout le monde assistait là, le regard hagard à ce scénario auquel on a assisté sur la chaîne de la télévision nationale de Côte d'Ivoire, où le président du Conseil constitutionnel, qui, je le rappelle, est quand même sorti major de promotion à l'école magistrature de Paris, avec la mention exceptionnelle. La mention exceptionnelle lorsque il a fini ses études ici et qu'il est rentré ensuite en Côte d'Ivoire, où il a servi son pays pour terminer magistrat hors hiérarchie. Ce monsieur, il a quand même été ministre de la Justice, il a été ministre d'État, ministre de la Justice. Donc, il arrive aujourd'hui et je vous ai donné un seul exemple sur ce qui s'est passé. Vous pensez sérieusement qu'un magistrat va écrire un courrier dont il connaît l'importance et le poids légal et dire à un candidat, vos dossiers de parrainage dans 12 régions sont validés, c'est bloqué, et dans 5 régions, il vous faut apporter de nouveaux parrainages. Pour que, quelques jours après, vous pensez qu'un magistrat de cette trempe va venir devant la chaîne de la télévision et puis dire à ce même candidat, vous avez bouclé le parrainage que dans 10 régions? Soyons sérieux. Ce n'est pas... Le Conseil constitutionnel avait renvoyé les lettres à des candidats pour leur demander de boucler leur parrainage, mais ceux qui ont écrit la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle de Ouattara, ça veut dire que ce n'est pas ce Conseil constitutionnel. Je veux dire que les écarts entre ce qui a été annoncé à des personnes et d'autres sont criards. Vous avez entendu le professeur Mamadou Koulibaly dire pareil. Vous avez entendu la CEI qui a reconnu que M. Djibril, je crois, j'espère que je n'écorche pas son nom, avait bel et bien déposé ses dossiers de parrainage dans toute la région. On dit qu'il est disqualifié et on ne dit même pas pour quelle raison. Non, il y a tellement de fautes et d'incongruités que ça ne peut pas être M. Koné Mamadou, ça ne peut pas être les 7 juges constitutionnels qui aient rédigé cela. Ce n'est pas possible. Tout simplement. Okay. Et donc, avec ce Conseil constitutionnel qui fait que lire quelque chose qu'il n'a pas écrit, même si vous prenez M. Bédié et que tous les candidats et que tous les Ivoiriens disent on soutient M. Bédié, mais c'est le résultat voulu par M. Ouattara qui va s'appliquer.
C'est ça pour vous être légaliste? Soyons sérieux. On est en train d'expliquer que le Conseil constitutionnel qui est là, qui est censé donner des résultats, est aux ordres d'un des candidats. On est en train d'expliquer que la commission électorale indépendante est aux ordres d'un candidat. Vous pensez que M. Kone Mamadou, s'il avait écrit ce document lui-même, il aurait stipulé là-dedans, sachant les conséquences juridiques, que le président Laurent Gbagbo est membre de fait du Conseil constitutionnel? Vous ne savez pas qu'il connaît vous pensez qu'il ne sait pas les implications de cela? Celui qui a écrit ce document n'est pas un spécialiste du droit. C'est quelqu'un qui s'est amusé à écrire ça avec des arguments qu'on lui a donnés. C'est tout. Et ça, c'est un fait. On n'est pas dans la politique fiction. Et donc, au sortir de cela, il a fallu simplement qu'il y ait un des candidats et un des opposants qui viennent et qui disent qui regardent le peuple droit dans les yeux, qui regardent les Ivoiriens et assument ce qu'il va dire, ses propos. Mais c'est ce que Guillaume Soro a fait. Il ne cherche pas à tirer le drap vers lui. Celui qui va présider la rencontre des partis de l'opposition, de la société civile, enfin de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont d'accord sur l'appel qu'il a lancé, celui qui va présider cette rencontre, c'est le président Bédié. J'ai pas dit un sous-fifre j'ai pas dit un cadre d'un parti ou de GPS ou non. C'est le président Bédié qui va présider cette rencontre. Depuis ce jour, vous avez Mamadou Koulibaly qui allait rencontrer le président Bédié. Vous avez le Afin Guessan qui allait le rencontrer. Mabrit Touakes qui allait le rencontrer. La plupart des candidats, les 40 candidats sont allés le rencontrer pour préparer cette rencontre. On est en train de parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est quoi la légalité? C'est quoi être légaliste si le peuple ne peut pas s'exprimer? Un coup d'État, il n'est pas forcément militaire. Lorsqu'on dit qu'on est légaliste, on ne peut pas soutenir un putsch, quelle que soit la forme qu'il a. Et là, nous sommes en plein dans un coup d'État constitutionnel. Le président de la République a nommé en dehors de la Constitution les membres du Conseil constitutionnel parce qu'il devait nommer une partie, le président de l'Assemblée nationale une partie, le président du Sénat une partie. Lui seul, il a nommé les 6 juges du Conseil constitutionnel. La commission électorale indépendante, on a demandé de la réformer. Elle n'est pas réformée, mais on dit on s'en va quand même. Mais on part à quoi? Et vous voulez que, vous l'avez dit, le président Bédié est un homme d'État. Vous voulez que le président Bédié, avec toute son expérience, quand même personne n'est dupe. On ne peut pas soutenir une élection, c'est pas possible. Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. D'accord? Il n'y aura pas d'élection. Maintenant, quant au choix... j'ai hésité avant d'y répondre, mais je vais quand même y répondre. C'est la deuxième conférence de presse que Guillaume Soro donne à Paris. Et lorsque, après ce qui lui est arrivé à Barcelone avec Interpol qui est arrivé à sa chambre sous prétexte qu'on avait dit qu'il y avait un terroriste qui était logé avant qu'il décline son identité, c'est également au Bristol qu'il l'a fait. Je veux dire que c'est un hôtel, c'est une salle d'hôtel pour des raisons internes à GPS. Il s'y sent à son aise et il a fait une conférence de presse parce qu'il voulait que les journalistes soient à leur aise, que ses collaborateurs soient à leur aise et c'est tout. Donc, je veux dire que il y a des événements qui se passent là-bas tous les jours. On ne va pas venir chercher le détail pour venir expliquer qu'il y a ceci et qu'il y a cela. Le GPS a un siège ici au niveau de la France. Il aurait pu le faire, mais ça n'aurait même pas pu accueillir tous les journalistes qui étaient là. Donc, il fallait un endroit, pas une brasserie, un endroit convivial pour effectivement réunir les personnes et c'est le choix s'est porté sur là. Lorsque le président Guillaume Soro, depuis la France, fustigeait le président Macron en lui rappelant les pas de danse qu'il a fait quand il a célébré son anniversaire à Abidjan, il était ici en France quand il le disait. Je veux dire, enfin, il faut reconnaître au moins ce côté-là qu'on a sur la France et qu'on ne l'a pas dans nos pays africains pour le moment. On peut rester ici et dire la vérité. J'étais hier à une manifestation entre la place de la Bastille et la place de la République, mais tous les panafricains qui y étaient ont fustigé la France. On déclarait que la France était le cancer de l'Afrique, mais on le fait alors que nous sommes en France. Dans nos propres pays, on ne peut pas le faire. Mais enfin, c'est pas parce qu'il vit ici, il n'est pas tendre avec le président Macron. Et ça, vous pouvez regarder toutes ces interventions. Je pense qu'il est assez cohérent là-dessus. Lorsqu'il y a une incohérence où il y a des accents qui sont posés et qui ne sont pas justes et qui ne partagent pas, peu importe la personne qui a posé cette action, je pense quand même qu'il a montré qu'il pouvait le dire.
Donc là, aujourd'hui, ce qu'il dit, si vous pensez que le professeur Mamadou Koulibaly, l'une des premières personnes à fustiger la politique de la France en Afrique, enfin, qui réside en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il allait rejoindre cet appel s'il pensait que non, la France est en train de tirer son intérêt? On parle d'un problème d'Ivoirien. Notre pays est en train d'être volé. Notre pays est en train de subir un coup d'État. Un coup d'État certes silencieux, mais qui laisse déjà des morts. Nous sommes bientôt à une trentaine de morts. Plus de 200 personnes sont arrêtées. Je ne sais même pas il y a combien de blessés. C'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens ont pris quelque chose et il fallait quelqu'un qui allait essayer, qui allait appeler au-delà de toutes les différences, au-delà de toutes les divergences. Il fallait quelqu'un pour appeler. Le président Bédier, lorsqu'il a annoncé répondre à l'appel, il a dit « Je réponds à l'appel qu'a lancé Guillaume Soro ». Mais parce que c'est lui qui a lancé son appel. Ils auraient pu dire on ne répond pas ou on part en rang dispersé. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro a appelé à une unité d'action et l'unité d'action, elle est en train de se mener et il n'a pas dit qu'il est à la tête du lead. Mais n'empêche qu'il faut reconnaître et à donner à César ce qui appartient à César. C'est Guillaume Soro qui a lancé cet appel. C'est tout. Maintenant, comment est-ce que l'opposition va s'organiser? Comment est-ce que l'opposition va aller sur le terrain? On n'est plus en train de parler des élections. Nous sommes en train de dire le coup d'État qui est en cours là. C'est face à lui que les Ivoiriens vont se dresser. Le coup d'État constitutionnel qui est en cours, c'est lui qui sera empêché. Nous appelons donc la CEDEAO, la communauté internationale, l'ensemble des fils et filles de la Côte d'Ivoire, l'ensemble des pays africains, à aider la Côte d'Ivoire à faire face au putsch qui est en cours en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, si l'intervenant qui est passé avant moi dit qu'il est légaliste, il doit nous aider à empêcher le coup d'État qui est en cours. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Merci. Et les Ivoiriens ne laisseront pas Alassane Dramane Ouattara opérer un énième coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Merci à vous donc Habib Sanogo, porte-parole de Guillaume Soro et surtout de son mouvement Génération et Peuple Solidaire. Vous êtes sur Universal News TV. Le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est encore une fois la Côte d'Ivoire avec des déclarations fortes, va-t-on dire, de Guillaume Kigbafori Soro. Depuis Paris, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne estime tout simplement que le scrutin du 31 octobre n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. On essaiera d'analyser un peu plus en profondeur ces différentes déclarations de Guillaume Kigbafori Soro ce matin. Et on sait très bien que le pays est sous tension depuis la validation de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, candidat à sa propre succession pour un 3e mandat, mais aussi et surtout les recalés. Plusieurs candidatures ont été rejetées, 40 au total, parmi lesquelles celle de Guillaume Kigbafori Soro et de l'ancien président Laurent Koudou-Gbagbo également. Eh bien, nous parlerons de tout ceci avec un panel d'invités bien riche. À la hauteur d'ailleurs de ce que vous avez demandé, téléspectateurs d'Afrique Média. Et bien sûr, parmi nos invités, nous avons bien sûr Daniel Koulibaly qui est avec nous. Daniel Koulibaly, bonjour. Bonjour, cher frère. Comment vous allez? Ici, on va très bien. Et visiblement, c'est en Côte d'Ivoire que ça bouillonne un tout petit peu. Et on a suivi les déclarations de Guillaume Kigbafori Soro. Et je rappelle que vous êtes membre du GPS. Je crois bien c'est ça. Effectivement, je suis membre du GPS et aussi, peut-être que mon frère Okossi Baba Nicolo ne le sait pas, je suis aussi le mobilisateur au niveau du RACI, au niveau des États-Unis. Donc, j'ai 2 casquettes. Voilà. Et toutes les 2 casquettes nous intéressent puisqu'avec RACI, vous êtes donc activiste et avec GPS, vous êtes politique tout simplement. Merci d'être avec nous. Et vous avez dit son nom, bien sûr, Okossi Baba Nicolo qui est avec nous, un habitué des plateaux d'Afrique Média. Okossi, bonjour. Bonjour, cher Bachir, le sapologue. Alors, bonjour à l'Afrique, bonjour à toute la Côte d'Ivoire et bonjour à mes copanélistes David Koulibaly et Luc Michel qui est plus à présenter. Je tiens à dire à toute la Côte d'Ivoire, bravo. Bravo d'adopter aujourd'hui la communion de l'Union. Bravo d'adopter la communion de la réalité politique. Et bravo à toute la Côte d'Ivoire qui a révolutionné pour arrêter M. Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui vont avec lui. Merci. Voilà donc qui est dit. Et vous avez cité Luc Michel. Il honore toujours ses rendez-vous. Il nous a promis et il est là. Luc Michel, bien le bonjour en direct de Bruxelles. Bonjour à vous, Bachir. Bonjour à toute l'équipe et aux intervenants.
et bonjour à mes collègues ivoiriens. Monsieur Ouattara a commis la grosse erreur qui est de sous-estimer un adversaire. Il a cru qu'il allait mettre KO Guillaume Soro en le condamnant à 20 ans de prison et en le condamnant à l'exil. Et il se révèle que Soro est au cœur de l'offensive anti-Ouattara. Sous-estimer un adversaire, c'est l'erreur absolue en politique. Mais pour le moment, Ouattara accumule les erreurs. C'est ce que nous dit Luc Michel ce matin. Messieurs, je voudrais vous proposer, pour planter le décor, de prendre un extrait des déclarations de Guillaume Kig-Bafori Soro. C'était en France. On l'écoute et on revient juste après. Jean-Paul Auro, correspondant France du quotidien ivoirien L'Intelligent d'Abidjan. Vous annoncez tantôt un certain nombre d'actions à mener pour l'ensemble de l'opposition ivoirienne, mais ma question est pour vous-même de façon personnelle. Vous avez, j'imagine, épuisé toute forme de recours auprès d'un certain nombre de juridictions. On sait qu'à Abidjan, une condamnation est sur vos textes. Il y a aussi la question du procédure pénale engagée contre vous. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, comme vous l'avez dit, est dans un repli souverainiste. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement aujourd'hui? Vous restez toujours en exil, vous rentrez en Côte d'Ivoire. Ma deuxième question, il y a eu, c'est laissé dire un moment que vous avez tenté de rencontrer le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, chez lui à Bruxelles. Entre-temps, est-ce que vous êtes parlé directement? Merci. Une autre question? Bonjour, Stéphanie Hartmann pour Africa Radio. Question très simple, la plateforme EDF a manifesté contre justement la candidature de Alassane Ouattara et le rejet des autres candidatures. Est-ce que vous allez vous joindre à cet appel à manifester? EDS. Hier soir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je répondrai à toutes les questions. Président, Olivier Nogo, Vox Africa, qu'est-ce qui se passerait si l'élection a lieu, quand même comme c'est prévu, et que le président Alassane Ouattara ait été élu? Monsieur le Président, c'est Cyprien Clavier. Je voudrais une clarification de ce que vous avez annoncé. Vous appelez à boycotter l'élection et en même temps vous êtes candidat. C'est quel organe, s'il vous plaît? AFP. À boycotter. À boycotter le scrutin de 31. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, bonjour, Célia Carasana, France 24. Est-ce que vous pourriez soutenir la candidature de M. Bédier? D'accord, ok, merci. Alors, la première question, Monsieur Oro, ivoirien, me demande si je rentre en Côte d'Ivoire ou si je reste en exil. Bon, je pense que d'abord la Constitution interdit d'exiler un citoyen ivoirien. C'est par abus arbitraire que je suis en France. Je rentrerai en Côte d'Ivoire. Mon exil ne peut qu'être momentané. Alors, vous me posez la question de savoir si j'ai rencontré Laurent Gbagbo. C'est ça, la deuxième question. Vous lui avez parlé directement ou indirectement? Est-ce que je lui ai parlé directement ou indirectement? Je n'ai pas encore rencontré Laurent Gbagbo en tête à tête, mais le président Gbagbo et moi, nous nous sommes organisés pour nous parler. EDS a appelé à manifester.
Vous avez écouté mon propos liminaire. Nous nous mettons dans le sens d'une action concertée, dans le sens d'une synergie. EDS est une plateforme politique de l'opposition en Côte d'Ivoire qui travaille avec la CDRP et GPS. GPS qui est notre plateforme. Donc, nous allons nous mettre avec EDS pour mener toutes les actions nécessaires. Vous avez vu, j'ai demandé déjà au peuple de Côte d'Ivoire depuis la campagne et avant de se mobiliser. Donc, il n'y aura pas de problème. Nous soutenons EDS dans, n'est-ce pas, leur démarche. Qu'est-ce qui se passerait si l'élection a lieu? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, ça c'est de la politique fiction. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, nous disons que Ouattara est inéligible, que le Conseil constitutionnel tombe dans la forfaiture et qu'il ne peut pas, dans ces circonstances, avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, c'est clair, M. Ouattara a fait ses 2 mandats, il ne peut pas en faire un autre. C'est terminé. Est-ce que j'appelle à boycotter l'élection? Non. Ce n'est pas... Boycotter une élection, c'est quoi? C'est vous retenez vous, et puis vous laissez les autres aller aux élections. C'est ça. C'est ça le boycott. C'est la politique de la chaise vide. Ici, il ne s'agit pas de faire de la politique de la chaise vide, ni de boycotter l'élection. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. C'est pas ce que vous voyez, c'est différent. Je comprends pas très bien. Voilà. Ça dit s'il y a une élection en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, on est candidats. Donc, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà, dites, écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Yes. Si un scrutin est organisé, hein? si le scrutin est organisé. Bravo! Donc, les autres ont compris, hein? Mais écrivez, vos lecteurs comprendront. Écrivez ce que je dis. Vos lecteurs comprendront. Mais clairement, M. Soro, si le scrutin a lieu le 31, vous appelez vos partisans et l'opposition à le boycotter. Mais le scrutin n'aura pas lieu. C'est ça, j'ai dit. Le scrutin n'aura pas lieu. S'il n'est pas dedans, il n'aura pas lieu. Le scrutin n'aura pas lieu. Tant qu'on n'est pas candidat là, le scrutin n'aura pas lieu. Voilà. La candidature de Bédié, est-ce que je soutiens la candidature de Bédié, c'est ça? Est-ce que vous allez appeler à voter Bédié? Est-ce que je vais appeler à voter Bédié? Je vous dis que l'élection n'aura pas lieu. Donc, sinon, Bédié, nous on a un accord. Hein. Quand l'élection démocratique, transparente, inclusive que nous demandons, et dans ma déclaration je l'ai dit, on va saisir la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, pour que cette bonne élection ait lieu en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est habituée à ces élections organisées avec le concours des Nations Unies. En 2010, c'était le cas. Il y avait même un mandat de certification de l'élection dirigé par M. Choi, quand Ban Ki-moon était secrétaire général des Nations Unies. Donc, ce n'est pas nouveau pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand l'élection aura lieu, la bonne élection, où Bédié est candidat, moi-même je suis candidat, Gbagbo est candidat, qui d'autre encore, Mabri, tout le monde, on est tous candidats. Celui qui vient en tête au premier tour se verra soutenu par les autres au second tour. Mais pour le moment, là, il n'y aura pas d'élection. Donc, on attend qu'on vienne organiser la bonne élection. C'est ça. Voilà donc un résumé fait par Guillaume Soro de ses déclarations à travers cette conférence de presse donc avec la presse d'Afrique et du monde. Eh bien, Daniel Coulibaly, je vais commencer par vous, pour vous qui êtes de GPS. Expliquez-nous ce qui se passe. Guillaume Soro dit tout simplement que le scrutin du 31 octobre n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ce qu'il veut dire par là? Alors, bonjour à vous tous et bonjour à tous les téléspectateurs. Voyez-vous, je ne vais pas me substituer aux paroles de mon leader. OK? Et
il a de l'aura, il a pris le temps d'expliquer à tous les journalistes hier pourquoi est-ce que lui, il dit qu'il n'y aura pas de scrutin en Côte d'Ivoire. Je m'exprime. M. Guillaume Kiba-Fauré a pris le temps, ok, de regarder la situation politique en Côte d'Ivoire. Et ça fait un bon moment qu'il tire la sonnette d'alarme au pouvoir d'État, mais personne ne l'écoute. Et c'est bien dommage. Voyez-vous, il a tenu aussi des crash parties au niveau de Paris, Espagne, Italie et London. Ok, et M. Guillaume Soro, même durant tous ces crash parties, n'a pas marché ses mots. Il a dit clairement que si M. Ouattara veut partir dans cette élection-là, ok, il va brûler la Côte d'Ivoire. Et aussi, il a même dit avec la CEI, tout le monde était affolé. On dit, mais pourquoi Guillaume Soro dit ça? Mais justement, c'est parce que, en toute réalité, le monsieur est un visionnaire. Et nous, en tant que militants du GPS, nous savons qui nous suivons. Et Guillaume Kiba-Fauré hier a réitéré, ok, ne même pas dit, a appris encore pour dire à tout et chacun, pour dire à mon frère Kossi Baba Nicolo, mon frère Luc Michel, que c'est maintenant que le vrai combat commence. Oui, les débuts n'étaient que des, on peut dire, nous étions en train d'essayer de se frotter un peu au bouton. Maintenant, nous allons aller au fond pour aller, ok, toucher la vraie cible. Et la vraie cible, c'est M. Ouattara. Et nous allons lui dire non à son troisième mandat. Par tous les moyens, coûte que coûte, et même aller même jusqu'à dans la rue. Ok, il a même dit à tout un chacun ici que tous ces militants sont mobilisés, que tous ces militants restent mobilisés. Effectivement, M. Guillaume Soro, c'est pourquoi il a demandé à tout le monde de rester mobilisé, parce que quand il sera l'heure, vous le verrez lui-même, s'il plaît à Dieu sur le terrain, et aussi en train de batailler avec tout le peuple de Côte d'Ivoire. Sur ce, je vais m'arrêter là. Ce sera lui qui va empêcher la tenue d'élections depuis son exil en France, parce qu'on voudrait bien comprendre comment ça va se faire. Et puis, quand on parle de la rue, le leader, il prêche, ou il devrait en principe prêcher par le bon exemple, c'est-à-dire que lui-même soit sur le terrain des manifestations. Comment va-t-il le faire puisqu'il est en France et interdit d'accès à son pays? Alors, ne vous inquiétez pas. Voyez-vous, M. Bachir, chaque chose a son temps. Prenons le temps de suivre l'actualité, comme vous le faites d'ailleurs. Ok, et vous verrez, dans les jours à venir, je n'ai pas trahi des secrets, mais regardons vers la Côte d'Ivoire, en direction de la Côte d'Ivoire, et vous verrez que les choses vont se passer. Nous n'allons pas permettre qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une énième violation de notre Constitution, surtout de notre Constitution, comme nous avons vu hier, tous ces responsables, ces hommes de droit, venir même sur des plateaux de télévision et n'ont pas été capables de pouvoir dire le droit face à toute la nation, face à tout le monde entier. C'est aberrant, c'est choquant. Et nous sommes des jeunes de Côte d'Ivoire. Mon frère Okosi Baba Nicolo aussi, il est jeune de Côte d'Ivoire. Et nous sommes déterminés. Oui, nous sommes déterminés, nous l'avons dit. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout de ce combat-là. Nous n'allons pas baisser les bras. Et ça, j'aimerais même en même temps profiter de votre antenne pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, nous n'allons pas nous laisser faire, nous n'allons pas encore nous laisser manipuler, ok, par ces politiciens. Nous avons beaucoup espéré de M. Ouattara pour une transition noble et pacifique, mais malheureusement, il change de direction. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Après 2 mandats, nous pensons que M. Ouattara devait faire une passation claire, simple et limpide. Okay? Mais malheureusement, nous constatons avec beaucoup de regrets que M. Ouattara a voulu de force s'installer au pouvoir. Alors nous, en tant que jeunes de Côte d'Ivoire, nous avons pris ce relais-là pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que M. Ouattara, okay, pour ce 3e mandat-là, nous sommes vraiment désolés.
nous n'allons pas accepter que vous continuiez de diriger la Côte d'Ivoire, que vous essayez de rentrer dans une sorte de dictature. Vous voyez vous-même que nous avons eu pratiquement plus de 26 morts en Côte d'Ivoire en ce moment. Et ça continue toujours des arrestations arbitraires, ça continue toujours de menacer le peuple en ballottage. Mais j'aimerais vous dire que le peuple est fatigué. Et quand un peuple est fatigué, il se lève. Et je vous dis, dans les jours à venir, vous verrez le peuple se lever. Et avec le leader générationnel, Guillaume Kibafori Soro. Je vous remercie. Daniel Koulibaly, Okosisi Baba Nicolo, vous faites partie de ces Ivoiriens qui, depuis le début du processus, vous êtes opposés carrément à toute démarche allant dans le sens de valider la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, comment vous analysez ces propos de Guillaume Soro? Bonjour encore à toute l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. D'abord, je fais un clin d'œil à ce qu'a dit mon copanéliste, David Koulibaly, qui d'entrée a dit que son mentor, le leader générationnel Soro Guillaume, menait désormais le vrai combat. Je vais compléter ce qu'il dit. Il n'y a pas que le vrai combat que Soro Guillaume mène. Aujourd'hui, Soro Guillaume mène le combat de la Côte d'Ivoire. Hier, le combat qu'il menait était un combat de jeunesse. Un combat pour un homme qui est Ouattara, qui, dans les choses du temps, Soro s'est rendu compte qu'il avait fait le mauvais choix. Avant de répondre à cette question, de voir la lecture de ces dires, je veux dire une chose. Soro Guillaume aujourd'hui, comme les anglophones disent, is a born again. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Né de nouveau parce que dans l'histoire de Soro Guillaume, lorsqu'il est parti du RDR, il est parti avec une force. Il est parti avec des jeunes du RDR qui étaient eux aussi épris par amour de Ouattara, le dictateur et le violeur désormais constitutionnel. Dans ces jeunes-là, il y a ceux qui travaillent aujourd'hui avec nous dans notre forum de Dream Team, les cyberactivistes, à qui je dis bravo. Et dans cette cyberactivité, M. David est aussi membre. Ils ont pris M. Soro Guillaume dans le parfum du sang. Ils l'ont lavé, ils l'ont encensé et ils lui ont mis de l'essence, bon, de la sang. Je tiens à leur dire bravo. Il faut que l'histoire de la Côte d'Ivoire retienne qu'un jour, il y a eu des jeunes cyberactivistes ivoiriens, pour la majorité du Nord, qui ont cru à un combat et qui sont allés aujourd'hui, ils arrivent au bout de ce combat. Je tiens à leur dire bravo. Mais dans ce que Soro Guillaume est devenu, dans la nouvelle naissance de Soro Guillaume, il y a encore deux choses. Ces jeunes dont j'ai parlé, qui ont reconnu en Soro Guillaume un mentor, et certains Ivoiriens qui ont eu l'esprit rapide de comprendre que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous, comme le dit Charles Blé Goudé. Ceux-là ont été les premiers qui ont, malgré les coups dont je fais partie, nous avons pris à dire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, par essence, a un esprit de colombe, un esprit blanc. La Côte d'Ivoire, par essence, a un emblème qui s'appelle l'éléphant, qui a une mémoire, qu'on dit mémoire d'éléphant. Soro Guillaume, hier, était jeune et a fait des mauvais pas. Aujourd'hui, Soro Guillaume est en train de mener le combat pour lequel le président Laurent Gbagbo avait pris les rênes depuis longtemps, parlait de démocratie, de liberté et de sortie de la main de l'Occident. Quand je finis de dire ça, qu'est-ce que je pense des propos de Soro Guillaume? Je vois en Soro Guillaume quelqu'un qui est devenu grand ou qui est en train de se polir une image d'homme politique. Une image désarmée d'armes, une image désarmée de rébellion. Une image d'un Ivoirien qui rentre maintenant dans les rênes de la vie de son pays. Et je tiens aussi par cette parole dire merci aux pro-Gbagbo qui ont à 80% accepté la main tendue de Soro Guillaume. Je tiens à dire merci à toute la Côte d'Ivoire qui a 80% réalisé que la réalité factuelle du moment devait aller à l'union des Ivoiriens. Parce que la force de Ouattara a été cet esprit qu'il a, la désunion, le mensonge, la fourberie, l'assassinat, dont il a engendré Soro Guillaume un temps de sa vie. Aujourd'hui, toutes les entités ivoiriennes
à 80% peuvent dire que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire ont compris que l'avènement de la rébellion, l'avènement de Ouattara a permis, comme toute grande nation qui a traversé des moments difficiles, à se refaire. Et c'est dans cette option-là que Soro Guillaume dit que lui, Soro Guillaume, avec le CDRP, qui est attaché à Henri Konan Bédié, avec EDS, qui est la plateforme politique où se trouve le RPI du président Laurent Gbagbo, et avec le GPS, qui est sa plateforme, ils vont aller au combat. Aujourd'hui, tout Ivoirien qui se veut politique se retrouve dans ces trois entités-là. La société civile, les ONG et toute autre attribution politique est dans ce camp-là. Qu'est-ce qui reste? Il reste une petite case appelée le RDR, qui avait hier loué les services d'autres partis politiques qui, par la force des choses, l'ont lâché. Donc le discours de Soro Guillaume est un discours plus à droite. Ce n'est plus le Soro Guillaume hier qui pouvait dire Laurent Gbagbo ceci, Laurent Gbagbo cela. Ce n'est plus le Soro Guillaume qui pouvait se taper la poitrine pour dire hier Ouattara a gagné les élections. Mais le Soro Guillaume qui a réalisé la réalité et qui est en train de se faire une image de mea culpa pour l'homme politique qui veut devenir et qui a derrière lui aujourd'hui l'assentiment de pas mal d'Ivoiriens qui comprennent que hier était une réalité. Aujourd'hui, il y a une autre réalité. Où est-ce que nous allons? Nous allons ensemble nous battre pour dégager Ouattara. Et pour ça, oui, Soro Guillaume a eu des bons conseillers. Il a eu des bons frères qui sont battus avec lui, dont les cyberactifs, à qui j'ai dit bravo. Il y a eu la maman Simone Gbagbo qui a été l'une des bâtisseurs. Si ça se dit bâtisseuse, je dirais l'une des bâtisseuses de dire que Soro Guillaume s'est trompé hier, il faut lui tendre la main. Charles Blé Goudé qui a dit Soro Guillaume fait partie des hommes politiques incontournables aujourd'hui. Et nous autres qui relayons la voix des sans-voix qui disons il faut tendre la main à tous ceux qui ont voté hier, dont Henri Konan Bédié, dont Soro Guillaume, dont Mabri Touakeus, dont Duncan et tous les autres. Donc, ce que Soro Guillaume a fait aujourd'hui, il ne s'est pas seulement adressé à la communauté internationale et nationale, il a envoyé beaucoup de messages à M. Ouattara. Lorsqu'il dit que M. Ouattara ne sera plus candidat et que c'est illégal, c'est un message qu'il envoie à Ouattara. Lorsqu'il dit merci à Macron d'avoir donné à M. Ouattara une parole ferme, c'est un message qu'il envoie à Ouattara. Lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, lui, Soro Guillaume, il va rentrer en Côte d'Ivoire et que Ouattara ne sera pas candidat ni le prochain président, c'est un message qu'il envoie à Ouattara pour dire à Ouattara que désormais, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire sont unis. Donc le nouveau discours de Soro Guillaume, le nouveau né, le born again, est un discours qui plaît aux Ivoiriens, est un discours de combat, est un discours qui va aller créer la réconciliation et la paix. Arrivé en Côte d'Ivoire, lorsque nous allons tous ensemble sillonner les États de la Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation, pour parler de paix, je pense que les Ivoiriens vont acquiescer et le devenir de la Côte d'Ivoire revient à l'union de toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que je tenais à dire concernant les propos de Soro Guillaume. Je tiens à lui dire bravo d'être né de nouveau. Je tiens à lui dire bravo de réaliser qu'aujourd'hui, son pays a besoin de lui plus que lui-même il en faut. Ici Baba Nicolo, donc vous parlez d'un Guillaume Soro born again, né de nouveau, et bien sûr dans la politique. Et Luc Michel, vous suivez d'ailleurs le parcours de Guillaume Soro depuis de nombreuses années. J'imagine que vous n'êtes pas surpris par ces déclarations, mais sur quoi va-t-il s'appuyer justement pour empêcher, si vous le voulez, la tenue de ces élections? Bachir, tout d'abord, je tiens à souligner les propos de mes companélistes. Vous savez que ça fait des années que je plaide pour une unité de l'opposition ivoirienne et d'une réorganisation des cartes politiques précisément autour d'une démarche de réconciliation de Guillaume Soro. Je l'ai fait souvent sous les insultes d'autres panélistes. Aujourd'hui, l'actualité nous donne raison. C'est cela qu'il faut constater. On nous a répété, aussi bien dans les anti-Ouattara que dans les pro-Ouattara, que M. Soro ne représentait rien, que M. Soro était un homme fini. C'est aujourd'hui l'homme qui est au cœur de l'opposition ivoirienne et au cœur du mouvement pour mettre un terme à la dictature de Ouattara. C'est cela qu'il faut constater. Maintenant, il faut résumer un peu ce qu'il a dit à Paris parce que l'extrait que vous avez donné ne le permet pas. Il y a 3 axes dans son intervention. Il a commencé par rappeler que la primauté du droit international de la Cour africaine des droits de l'homme s'imposait à l'État ivoirien. Il a rappelé que dans le préambule de la Constitution ivoirienne, on fait référence à la Charte africaine des droits de l'homme qui a organisé la Cour africaine des droits de l'homme.
Il n'y a pas de doute, les juristes du Conseil constitutionnel ne sont même pas dignes d'un examen de première année en droit. Ils ont soutenu l'insoutenable, la priorité d'une soi-disant souveraineté ivoirienne. C'est la Constitution ivoirienne qui assure la primauté de la Cour africaine des droits de l'homme. Ajoutons qu'il y a une jurisprudence qui donne raison à M. Soro à tous ses droits politiques et civils, et c'est la jurisprudence Ouattara. En 2011, c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui a permis à M. Ouattara de devenir président. Et donc, il y a une jurisprudence qui consacre aujourd'hui, contre Ouattara, c'est sa propre jurisprudence, les droits de M. Soro. Deuxième point, Soro annonce ce que je vous dis depuis des semaines, c'est que l'élection n'aura pas lieu. Comment va-t-il organiser? Vous devez savoir que depuis le mois d'avril, Soro organise pour commencer au niveau international l'isolement diplomatique de M. Ouattara. Ça a été consacré par plusieurs arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme. Derrière la Cour africaine des droits de l'homme, derrière ces juges, il y a des chefs d'État. C'est ça qu'il faut savoir. La décision qui a été rendue imposant Guillaume Soro comme candidat à l'élection, elle a été rendue à l'unanimité. Cette unanimité, c'est une condamnation sans appel du régime de Ouattara et c'est un arrêt, il faut aller le lire, c'est un arrêt qui est extrêmement loquace. L'arrêt n'est pas ambigu, l'arrêt n'est pas restrictif, l'arrêt, au contraire, il est, on peut dire, extrêmement bavard. Donc, comment la non-organisation de l'élection? Soro a raison de dire que ce n'est pas un boycott, ce n'est pas la politique de la chaise vide, ce n'est pas non plus la voie ouverte à une candidature anti-Ouattara. Il a clairement précisé la nature de ses accords avec le PDCI de Bédjé. Il y a des accords dans le cadre d'une élection où tout le monde sera candidat, transparente et régulière. Ce n'est pas le cas. Le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Il y aura la rue, tout d'abord, ivoirienne. Il y a une colère en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens attendent qu'on les débarrasse d'un régime qui est devenu insupportable. Deuxièmement, il y a l'isolement international vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Élysée, vis-à-vis du Parlement européen. Il y a l'isolement panafricain, peut-on dire, symbolisé par la Cour africaine des droits de l'homme. C'est révélateur de ce que les pères africains de Ouattara pensent. Troisièmement, c'est le message principal de Guillaume Soro, c'est l'unité de l'opposition, FPI Gbagbo, PDCI, COGEP et GPS, plus une série de petits partis. Il y a notamment l'UDPCI, etc. C'est l'unité. Comment faire partir M. Ouattara? Je l'explique depuis 5 ans. Il n'y a qu'une seule façon, c'est l'unité des forces de l'opposition avec une majorité des Ivoiriens qui est de plus de 80%. Maintenant, les forces qui soutiennent Ouattara, certains téléspectateurs, par exemple, sont envoyés en mission au Standard pour faire croire que la Côte d'Ivoire est derrière Ouattara. Ces gens, c'est peut-être un Ivoirien sur 5. La majorité est là. La majorité va faire partir M. Ouattara. Mais la clé de ce départ, c'est cette unité. S'il n'y a pas d'unité de l'opposition, si elle va en ordre dispersé, c'est le scénario que M. Ouattara a essayé d'imposer. C'est-à-dire éliminer des candidats par des procédures illégales et déclarées comme telles par la loi internationale. Et deuxièmement, organiser des candidatures bidons. Vous savez vous avez un commentateur de la politique ivoirienne qui est le plus suivi de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Chris Yapi. Chris Yapi vient de révéler, par exemple, que le FPI d'Afik Guesson a été acheté par Ouattara. C'est un scandale qui secoue Abidjan. On a promis à M. Afik Guesson des postes, on lui a promu des sinécures, on lui a assuré le succès de son dossier de candidature alors qu'il n'avait pas les parrainages suffisants pour être candidat aux élections. C'est cela, l'élection truquée que Ouattara voudrait imposer à la Côte d'Ivoire.
Soro, hier, a eu l'avantage. Il a dit ce qu'on peut résumer dans un mot, game over. Luc Michel, et donc si l'on se résume, Guillaume Soro et ses partisans vont s'appuyer sur des moyens légaux et légitimes, comme ils l'ont dit. Alors, Daniel Coulibaly, justement, il faut cette union de forces de l'opposition, mais pensez-vous que Guillaume Soro puisse rassembler véritablement cette opposition qui, aujourd'hui, il faut bien le dire, est en plusieurs factions? On sait que EDS a lancé également un mouvement de contestation. De l'autre côté, il y a GPS qui fait sa part. Alors, est-ce que Guillaume Soro pourra fédérer toutes ses forces? Alors, je vous remercie. Effectivement, je pense que M. Guillaume Soro l'a dit hier, qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied sur cette plateforme pour qu'ensemble on puisse fédérer les forces, ok, pour faire un combat encore plus adéquat. Alors, je pense pour ma part que c'est vrai que EDS a lancé un mot d'ordre, mais quand EDS lance, sachez que nous qui faisons partie de la CDRP et les autres plateformes, nous nous sentons concernés automatiquement. Donc, le leader a dit qu'il s'associe pleinement à ce mot d'ordre. Donc, nous n'avons vraiment pas de problème. Voyez-vous, c'est comme si aujourd'hui, le GPS lance un mot d'ordre. Mais nous le savons forcément que les autres aussi vont suivre le mot d'ordre parce que nous sommes devenus un. Au-delà même de ce que peut-être tout le monde peut imaginer, mais nous sommes devenus un. Alors, ce n'est pas parce que peut-être qu'on n'a peut-être pas appelé l'autre ou l'autre. Non, mais quand on voit déjà un sorti et on voit que la cause est noble, on suit et après on peut venir discuter derrière. Donc, c'est tout à fait normal. Tout ça aussi fait partie du jeu politique. Tout ça aussi fait partie de la politique. Donc, à nous de comprendre le sens du message qui est lancé. Et si le sens du message va dans le sens de tout le monde, ne pas dire du bien commun, alors pourquoi lésigner les moyens contre ça? Nous allons aller au fond, et nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte, pour y arriver. Okosisi Baba Nicolo. Alors, on est, et on peut se tromper dans ce cas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est ici dans un scénario du tout sauf Ouattara. Mais est-ce que cela ne résume pas finalement l'avenir de la Côte d'Ivoire à un seul individu? Est-ce que ce ne serait pas une erreur stratégique? Parce que jusqu'ici, il faut bien le dire, tous les discours vont dans le sens de chasser Ouattara, et puis quoi après? Merci. Tout à l'heure, vous avez posé une question à mon très cher ami Daniel Coulibaly. Vous lui avez demandé si Guillaume Soro pouvait fédérer l'opposition. Et il a tellement bien répondu que je vais juste compléter, comme tout à l'heure. Guillaume Soro, s'il doit fédérer l'opposition, ça serait pas correct de le dire, ça serait maladroit de le dire. Parce que comme l'a dit Daniel Coulibaly, Soro Guillaume fait partie maintenant de l'opposition. Cette opposition existait avant qu'il ne devienne homme politique. Cette opposition, depuis 2011, a toujours appelé les Ivoiriens à se mettre ensemble. Donc, Soro Guillaume ne fait que réitérer l'appel de l'opposition à laquelle il n'appartenait pas hier parce qu'il était avec Ouattara. Donc, Soro Guillaume, s'il doit fédérer ou non, ça serait maladroit de le dire parce qu'il fait partie d'une fédération de partis politiques déjà mise en place. L'appui de Soro Guillaume, c'est le GPS, qui est un nouveau parti politique. Donc, un nouveau parti politique ne peut pas fédérer les anciens partis politiques, mais plutôt, il sera inclusif dans les partis politiques sur place. Donc, cette question, il faut la répondre simplement pour dire que désormais, un parti politique qui doit fédérer d'autres partis politiques, ça serait compliqué. Mais il faut dire qu'il y avait des anciens partis politiques, dont le FPI est à la tête de EDS, dont le PDCI est à la tête du CDRP, dont Soro Guillaume est à la tête du GPS avec le RACI et tous les autres. Donc, c'est ces entités-là, avec le COGEP et tous les autres ensemble, qui font la fédération de tous contre Ouattara. Maintenant, pour répondre à votre question qui dit, est-ce que ce ne serait pas une erreur et après Ouattara, c'est quoi? Une erreur dans quel sens? Dans le sens de dire que la Constitution est violée. Une erreur dans le sens de dire que nous avons quelqu'un qui vend la Côte d'Ivoire moins cher à l'Occident. Combat que chaque panafricaniste, chaque Ivoirien doit mener. Non, ceci n'est pas une erreur. Cette stratégie n'est pas une stratégie seulement métaphysique, pour ne pas dire politique.
c'est une stratégie spirituelle, c'est une stratégie physique et c'est une stratégie légitime de nationalisme. Aujourd'hui, la nation ivoirienne a tout fait pour mettre ses palabres de côté, pour réaliser qu'ils ont un individu qui est passé dans la main de tout ce qui est parti politique, qui a floué tout le monde et qui aujourd'hui est le PGCD des politiques ivoiriens. Ouattara est le plus grand commun diviseur, le PGCD des politiques ivoiriens. Donc naturellement, il faut qu'on crée le PPCM, le plus petit commun multiple et le plus petit commun multiple qu'on ait tous, c'est de dire non à ces élections-là, de dire non à l'État de droit violé. Okosisi, mais alors, oui. Quand on parle d'erreur stratégique, est-ce que, pour peut-être reformuler ma question, est-ce que le départ d'Alassane Dramane Ouattara ou sa non-participation aux élections va régler les problèmes des Ivoiriens, notamment les problèmes actuels? Ok. Pour résoudre un problème, il faut arriver au problème. Le problème, c'est M. Ouattara qui enlève la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les institutions. Il faut d'abord recouvrer nos institutions. Il faut les mettre en place. Donc, la stratégie est d'enlever l'épine qui est dans notre colonne vertébrale. Vous savez, Bachir, qu'une épine dans votre colonne vertébrale fait mal. Avant de vous asseoir, il faut enlever cette épine. Donc, la stratégie est d'enlever l'épine qui nous fait du tort dans notre colonne vertébrale et ensuite nous soigner. Nous soigner, ça veut dire quoi? Une fois que les partis politiques qui ne sont que des fils de la Côte d'Ivoire se sont mis ensemble, ont réalisé que nous allons nous asseoir de façon inclusive et défaire le problème de la Côte d'Ivoire. Après cela, les mêmes partis politiques, s'ils s'imposent une stratégie politique que les gens appellent ça et là, une transition, ils vont s'asseoir, trouver un leadership capable de donner toute la Côte d'Ivoire et à ce moment-là, c'est une bonne stratégie que l'opposition réalise que cette épine dans notre colonne vertébrale nous fait mal. Je vous dis quelque chose, Bachir. Est-ce que vous savez que depuis un mois en Côte d'Ivoire, il y a dans l'armée de Côte d'Ivoire des mercenaires de Ouattara. Ouattara a alloué les services de certains militaires venus du Togo. Et je tiens à attirer l'attention du gouvernement togolais pour leur dire qu'ils ont leur fils en Côte d'Ivoire. Et ça, après, je vais vous envoyer tous les documents. Je le dis sous réserve parce qu'Afrique Média est une chaîne qui se respecte. Alors, il faut tout de même préciser que ce n'est pas une information d'Afrique Média, parlant de ces mercenaires enrôlés en provenance du Togo. C'est pour ça que je dis, je la prends sous réserve pour que après je vous apporte les éléments. Donc, ce que je dis n'engage que moi et j'attire l'attention du peuple togolais pour leur dire qu'ils ont des fils dans l'armée de Côte d'Ivoire de Ouattara aujourd'hui. Il y a dans l'armée de Côte d'Ivoire Ouattara une armée qu'on appelle les microbes, des Ivoiriens désœuvrés qu'on a de machette, qui attaquent des villes qui disent non à la chienlit qui se prépare. Benoît, il y a eu des morts. Des soldats ont tiré sur des Ivoiriens, des abourés, et je leur apporte tout mon soutien, tout mon yaco. Je leur dis que tous ceux qui tombent au nom de la Côte d'Ivoire tombent de la belle manière. Il y a aujourd'hui dans des villes comme Agbaou, à Coupé, à Zopé, à Sagbandi, une horde de personnes armées jusqu'aux dents qui a atterri dans ces lieux et machette et tue. Il y a eu à Guibérois des jeunes hommes qui ont été déshabillés, traînés dans la ville. Il y a eu au sein d'Abidjan une colonne de microbes qui machette les Ivoiriens pour empêcher l'opposition de s'exprimer. Il y a aujourd'hui en prison la société civile, dont Dame Balé. Il y a en prison des cyberactivistes, dont Carton Noir et Serge Kofi. Il y a dans la prison de Côte d'Ivoire des femmes du GPS arrêtées. Écoutez, M. Bachir, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'aller fond dans le mur parce que M. Ouattara était suicidaire. Il veut se suicider avec les Ivoiriens. Son petit frère Photocopie, qui est aujourd'hui détenteur d'une armée qu'il a allouée à l'ONUCI lorsqu'il était en Côte d'Ivoire, qui est logée à ses locaux. Dans les maisons des hommes politiques du GPS, du RDR, il y a ça et là gardé des armes blanches, des pistolets, des armes. Au sein de l'armée de Côte d'Ivoire, la horde venue soutenir Blaise Compaoré a été percevée dans l'ULGP, l'unité de grande lutte, des gens qui s'accagoulent et prêts à enlever tous les hommes politiques. Voilà le chaos que Ouattara nous décide. Et mieux, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a eu un message du sergent-chef Bamba Daouda du groupe des sapeurs-pompiers militaires qui interpellait tous les forces de l'ordre national à se mettre du nouveau du peuple. Il y a bien avant ça, M. Ouattara Adama, qui a lancé une insurrection et qui a dit que Ouattara n'était plus le président, qui est de l'AFCCD. Donc voilà des gens aujourd'hui qui ont pris la poule des choses. Et ces deux noms que je vous cite sont des noms qui sont du Nord. Il y a en Côte d'Ivoire un imam appelé l'imam Agib Touré qui a été arrêté par Ouattara, alors que Ouattara était servi des militants
des musulmans hier pour quitter la Côte d'Ivoire. Il y a en Côte d'Ivoire l'archevêque Courtois de Saint-Jean de Saint-Paul de Cocody qui a été insulté, vilipendé, l'église catholique a été insultée. Il y a en Côte d'Ivoire l'inclusion de Ouattara dans les affaires des justes coutumes. Voilà le plan. C'est toute la couche sociale aujourd'hui est dénaturée par M. Ouattara. Donc, naturellement, la politique et la stratégie que prend l'opposition aujourd'hui est d'abord d'arriver l'épine dans sa colonne vertébrale et ensuite nous asseoir, créer une plateforme de réconciliation, de paix inclusive avec, pourquoi pas, une transition. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire réalise que Ouattara ne fait que jouer le jeu de ceux qui l'ont mis là, de la France qui aujourd'hui joue un double jeu pour nous endormir. Nous n'allons pas l'accepter. Je dis vraiment bravo aux hommes politiques qui aujourd'hui ont pris l'école, les taureaux par l'école. Et je dis l'attention de tous les citoyens qui se mobilisent ça et là dans tous les villages. Ceux que nous appelons les enfants de cœur, je leur dis bravo. Il faut tenir chaque fois que M. Ouattara parte et M. Ouattara partira bientôt. Voilà ce que je tenais à dire. Donc oui, c'est une bonne stratégie et nous en avons besoin pour arriver à sauver la Côte d'Ivoire. Très bien. Luc Michel, alors là, je m'adresse aux géopoliticiens. Luc Michel, quand on entend le débat entre les Ivoiriens aujourd'hui, notamment ceux de l'opposition qui s'adressent à Alassane Dramane Ouattara, on a l'impression que les Ivoiriens ont le contrôle de leur pays. Mais jusqu'ici, personne ne s'est exprimé. Ils semblent tous occulter le rôle que joue la communauté internationale dans la sphère politique ivoirienne. Et pourtant, Guillaume Soro lui-même l'a dit, et le passage tout à l'heure, il a dit que la Côte d'Ivoire est habituée aux élections sous la coupole de l'ONU. Alors ici, de tous ceux qui parlent, on a l'impression que le seul problème, c'est Alassane Dramane Ouattara. Personne ne parle de la France, pourtant une France qui était très présente en 2010-2011 pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Personne ne parle des Nations Unies, elle également. Alors, Luc Michel, quelle est l'analyse du géopoliticien dans ce cas? Les Ivoiriens sont un peuple fier. C'est normal qu'ils n'ont pas envie d'expliquer que leur politique se décide aussi ailleurs. Mais il y a une réalité, c'est que M. Ouattara a été amené au pouvoir et a été imposé pour mener une expérience politique au nom des États-Unis, du Fonds monétaire international et au nom de la France. Dans cette affaire, d'ailleurs, ce n'est pas la France qui était, contrairement à ce qu'on pense, le principal problème, mais le Fonds monétaire international. Vous savez que dans les années 1980, le Fonds monétaire international a mené en Grande-Bretagne, avec Margaret Thatcher et au Chili de Pinochet, 2 expériences d'où a découlé l'ultralibéralisme de toute la globalisation. Si on a mené les ajustements structurels en Afrique, c'est parce qu'il y a eu Thatcher et Pinochet. C'est la même chose que représente M. Ouattara. M. Ouattara, c'est un pouvoir étranger, c'est un pouvoir qui mène une expérience contraire aux intérêts des Africains, et il est, je dirais, le symptôme du mal ivoirien. Ce mal ivoirien, c'est vrai qu'on décide ailleurs du sort de la Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec la guerre du cacao, lorsque des multinationales, avec notamment des gens comme l'Ukrainien Poroshenko, ont décidé de soustraire la production du cacao aux Ivoiriens, d'en faire une matière stratégique cotée en bourse. Ça a été le début des problèmes. On a, deuxièmement, la Côte d'Ivoire a été au centre de la stratégie de M. Macron, de ce qu'on a appelé la CEDEAO, la grande CEDEAO élargie, la France-Afrique 2.0, avec la tentative de faire de l'ECO le nouveau nom du franc CFA. À partir de ce moment-là, le sort de la Côte d'Ivoire, il est appartenu aux mains d'une série de puissances. D'un côté, la France, avec ses alliés marocains notamment, mais de l'autre côté, opposé à Macron et Ouattara, les puissances anglo-saxonnes avec Londres et Washington. C'est tous ces gens-là aujourd'hui qui ont lâché M. Ouattara. M. Ouattara, il est isolé internationalement et l'isolement que concrétise la Cour africaine des droits de l'homme, ce n'est que le symbole, la conséquence, la séquelle de l'isolement international du régime Ouattara. Lâché par Washington, lâché par Paris, Ouattara a encore le soutien des réseaux maçonniques de la France-Afrique, ceux de Le Drian notamment, mais il ne pèse plus assez lourd pour maintenir ce régime en place. Le régime Ouattara,
on peut le comparer à un cancer qui ronge la Côte d'Ivoire. Quand vous avez le cancer, où on laisse les métastases envahir tout l'organisme et vous mourrez, où on opère. Il faut opérer la tumeur cancéreuse. C'est pour cela que l'opposition ivoirienne fait de cette opération chirurgicale, le départ de Ouattara, la clé du renouveau. Après ça, il y aura un régime de transition, il y aura une opération comme en Afrique du Sud, vérité et réconciliation. On mettra un terme à la guerre civile. La guerre civile est en train de se terminer dans les esprits, elle doit se terminer dans la rue. Ce que propose M. Ouattara, c'est clair et net, c'est un État mafieux, appuyé sur la drogue, c'est l'affaire Bakayoko, appuyé sur les escadrons de la mort, c'est l'affaire Ibrahim Ouattara, appuyé sur le pillage de l'État, c'est les enquêtes de la DGSE. Tout cela doit se terminer, et ce doit se terminer parce que ce que propose M. Ouattara, c'est une nouvelle guerre civile à la Côte d'Ivoire. Ce n'est rien d'autre. C'est ça que Soro explique aux Ivoiriens depuis des mois. C'est que M. Ouattara veut à nouveau mettre le feu à la Côte d'Ivoire. L'opposition unie, un de mes collègues panélistes a eu une expression révélatrice. Il a dit « nous, l'opposition, nous sommes un ». Il n'a pas dit « nous sommes unis », il a dit « nous sommes un ». C'est une formule révélatrice. L'opposition, elle est sur un programme. Ce programme, c'est Game Over. M. Ouattara doit partir. M. Ouattara va partir. Et son isolement international, la fin du soutien géopolitique à son régime du bloc américano-occidental avec Washington et Paris, elle consacre cette défaite finale de M. Ouattara. On va donc donner la parole à certains de nos téléspectateurs avant de revenir vers vous, chers panélistes. Pasteur Soa nous appelle du Ghana. C'est donc un Ivoirien, bien sûr, qui a son mot à dire sur la Côte d'Ivoire. Pasteur Soa, bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour Bachi. Bonjour Bachi, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Je salue Baba Nicolas, je salue les représentants de Soro sur le plateau, je salue Luc Michel. Si, il faut dire que ce matin, j'ai cette proposition à faire. Mais dans un premier temps, je voulais saluer le président des Awalais, c'est un grand groupe des Awalais ici au Ghana, le président Zadi, qui est un grand panafricain qui suit en ce moment en direct tout ce qui est en train de se passer. Il me dit réellement de transférer ses salutations. Merci. C'est important, Guillaume Soro, le scrutin du 31 octobre n'aura pas lieu. Et je suis d'accord avec lui. D'abord, il a mes salutations et je le salue, je le soutiens dans tout ça. Mais Bachir, tu dois savoir que Soro Émile de Girardin, dans la politique universelle de 1852, il a dit comme ça que gouverner, c'est prévoir et ne rien prévoir, c'est courir à sa tête. Donc, Ouattara Draman, il est perdu. Je ne peux pas dire qu'il court à sa tête. C'est-à-dire qu'il est perdu. Quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir, qui n'a pas pu préparer quelqu'un qui allait prendre la place. Donc lui, il est président de la République et en même temps président du parti RDB, RADP. Donc il est perdu. Donc on n'en parle plus. C'est pourquoi je vais faire mes propositions en ce matin. Voici, je ne vais pas aller très loin. La première proposition, il faut d'abord à la Côte d'Ivoire une transition politique pour vider tout ce qui est contentieux. Ça, c'est un. Deux, il faut organiser un grand forum de réconciliation pour que les Ivoiriens et les Ivoirois se parlent sincèrement, parce que les Ivoiriens aiment vraiment ça. Et le président Laurent Gbagbo a fait ça en 2000. Nous sommes parlés et il y a eu la paix. Trois, il faut réformer la commission électorale indépendante, afin que tous les partis politiques eux-mêmes puissent choisir ou bien trouver quelqu'un idéal, qui sera neutre. Ça, c'est 3. 4. Il faudrait que le code électoral doit être revu. Il faudrait que le code électoral soit nettoyé, propre, pour que les vrais Ivoiriens eux-mêmes soient également en train de pouvoir choisir également des candidats demain. 5. Il faudrait que nous, les réfugiés, nous qui sommes dans un peu partout, au Libéria, nous qui sommes les réfugiés, il faudrait que tout ce qui va se passer, il faudrait que nous prenions en compte, parce que nous avons droit à voter. Nous avons besoin
à voter, nous avons besoin des papiers, nous avons besoin de notre identité, nous avons besoin de tout. Il faudrait que notre présence en Côte d'Ivoire soit nécessaire pour qu'on puisse également élire notre président. Ça, c'est simple. Il faudrait que, l'organisation des élections soit reportée en 2021. En 2021, pour que toutes ces circonstances soient arrivées. Sans Ouattara, sans Draman. Voici mes propositions que je fais. Je pense que je pense que le président Laurent Gbagbo m'écoute, je pense que Bédié m'écoute, je pense que tous les Ivoiriens m'écoutent ce matin pour apporter une paix. Et si la France, logiquement, veut qu'il n'y ait pas également de pays voyous, de crise politique en Côte d'Ivoire, ou bien de guerre, la France doit soutenir ce que je suis en train de dire pour qu'il y ait vraiment la paix en Côte d'Ivoire. J'allais finir cette partie depuis le Ghana. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique média. Merci, je salue Yassé depuis Edoukoum. Merci, Pasteur Soa, depuis le Ghana et vos propositions. Espérons que ça ne tombera pas dans les oreilles de sourds. Et nous prenons un autre appelant, c'est M. Traoré qui nous appelle de Côte d'Ivoire. M. Traoré, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Je voudrais parler au sujet de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, et vous voyez, vraiment, il faut un peu d'apaisement sur ce pays-là. Sinon, les gens risquent de mettre du feu dans ce pays. Pourquoi ne pas parler de Bédié? Pourquoi ne pas parler de Laurent Gbagbo qui ont déjà fait des années au pouvoir? Ne serait-ce que Ouattara au pouvoir aujourd'hui, ça devient autre chose parce qu'il est candidat. Donc, si ce n'est ainsi, dites de retirer la candidature de Bédié, de retirer la candidature de Laurent Gbagbo. Mais tous ceux-là sont candidats, mais on ne parle pas de Ouattara, de Ouattara, de Ouattara, de Ouattara. Pardonnez, allons-y dans le sens de l'apaisement. Ne pas mettre de feu dans ce pays. Nous sommes là, on a des craintes aujourd'hui sur ce pays-là. Celui qui, mettez-vous ensemble pour combattre Ouattara, c'est tout. Mais les amalgames, avec les réseaux sociaux, avec les ça va mettre du feu dans ce pays. Ce que moi je voudrais vous dire, nous on est à San Pedro. Moi je suis un chauffeur routier à San Pedro. Je m'appelle Adjou Traoré Mamadou. Vraiment un peu d'apaisement. On vous en prie beaucoup. Sinon vous allez brûler ce pays-là alors que c'est pas ça. Vous pouvez vous mettre ensemble. Les oppositions n'ont qu'à se mettre ensemble pour combattre Ouattara. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Donc ce que moi je voudrais vous dire, vraiment c'était ma seule parole. Pardonnez, ne mettez pas du feu sur ce pays, pardonnez. Merci beaucoup. Merci à vous également, El Hadj Traoré, pour cet appel depuis la Côte d'Ivoire et vous appelez à l'apaisement. C'est ce que vous nous dites ce matin. Merci infiniment. Au téléphone, M. Kofi de la Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Kofi. Ok, Mohamed Bachir. Bachir, bonjour. Bonjour Afrique Média. Je salue comme ça tous les techniciens, Baba Nicolo et l'invité des Ivoiriens sur le tableau et Luc Michel. Mohamed Bachir, je viens informer Afrique Média, à travers Afrique Média aux Ivoiriens que M. Kakabe n'a pas eu de liste de parrainage qui a circulé partout en Côte d'Ivoire. Et que c'est l'organisation des élections, le président de la CI qui a parrainé Kakabe. Parce qu'on a fait des enquêtes, la liste de parrainage de Kakabe n'a pas signalé. Depuis Bouaké jusqu'à l'ouest, on n'a pas vu ceux qui ont tenu la liste de parrainage de Kakabe pour que Kakabe soit parrainé par des Ivoiriens. Donc, le président de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, M. Kakabe, que tu as validé ta candidature, n'a pas eu de parrainage en Côte d'Ivoire. De deux, je voulais répondre à l'ovieux qui a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire? Ça fait combien de mois? On dit, depuis 90, qu'on a changé le programme politique, on dit un président élu une fois, deux fois n'a plus le droit de se représenter. C'est à partir de depuis 90. Quand vous voyez moi en 93, Didier a été président pendant 3 ans et il a été élu en 95. En 99, il y a eu un coup d'État. Donc Bédier a fait un mandat. Laurent Gbagbo
a été élu en 2000. En 2002, il y a eu la rébellion. Jusqu'en 2010, on a organisé les élections. Alassane a été président. Donc, Alassane a été président en 2010, 2015, 2020. Alassane n'a plus le droit d'être candidat. C'est ce que les papiers qu'on écrit sur encre blanc-noir là, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que la Constitution dit. C'est pas ce qu'Alassane Dramane Ouattara dit, et puis nous on doit cautionner, et puis suivre comme des moutons. Si lui n'a pas des enfants qui sont allés à l'école, des autres ont eu des enfants qui sont allés à l'école, qui sont juristes, qui savent lire la Constitution, qui nous expliquent. Donc le vieux monsieur là, faut pas il va nous amener, parce que tu vois pourquoi, quand on parle pas des étrangers, non. C'est-à-dire que même quand tu es gentil et que tu loges quelqu'un dans ta maison, faut pas qu'il va dire qu'au moment que tu es avec ta femme dans ta chambre là, et que c'est à partir de là qu'il va rentrer dedans pour aller se laver. Non, ça ne se fait pas. Quand vous voyez vous amener en Côte d'Ivoire, on vous a accepté. Donc aujourd'hui là, ce que nous avons dit est qu'on veut que le président soit ivoirien de père et de mère ivoirien. Sur Guillaume, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Brégoudé, ou bien Kone Katna, ou bien qui vient de Korogo, Bundiali, mais qui soit ivoirien de père et de mère. Même s'il va nous voler, lui c'est un parent à nous. C'est ce que nous demandons. Le reste là, ça nous intéresse. Alassane a fait ses 2 mandats. De 2010 en 2020, c'est fini. S'il est bête, si le monsieur là il est bête, nous on n'est pas bête. Merci Bachir. Merci à vous, très cher Kofi. Le dernier appelant pour cette série, c'est M. Ebalé qui nous appelle de Douala, au Cameroun. M. Ebalé, bonjour, M. Ebalé. Bonjour, M. Bachir. Bonjour, les invités. Bonjour, l'Afrique. Bonjour, le monde. Bonjour, bonjour. Bien. Merci de m'avoir donné la parole. Cependant, hier, nous avons condamné les gens qui voulaient intervenir chez M. Yava Oudali. Nous avons demandé qu'il n'y ait pas d'ingérence. Et je pense que c'est la même chose que nous devons faire pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas condamner d'un côté et on accepte l'autre. Et M. Guillaume Soro, il est en train de faire la conférence où, en France, ceux qui ont sommé M. Gbagbo de quitter au pouvoir, ceux qui ont bombardé même le palais présidentiel, et on dit un Ivoirien ne doit pas être envoyé en exil. M. Gbagbo est où? Parmi ceux qui l'ont envoyé à l'exil, M. Guillaume Soro n'était pas là, M. l'autre n'était pas là. Vous voulez vous tuer l'autre, et vous laissez les autres. Ça, c'est inhumain, c'est injuste. Les trois étaient ensemble. C'est qui parrainé par la France, où il fait la conférence de presse. Est-ce que M. Gbagbo peut le faire? Et je veux signaler que quand on dit la décision de la Cour africaine s'impose, je veux leur dire que la décision de la CPI s'impose des années avant, et elle est définitive. Qui met cela en valeur? Personne. Et quand M. Luc Michel demande souvent qu'il ne comprend pas pourquoi quelle femme se passe contre elle, contre lui. Mais c'est à cause de ça. Depuis 5 ans, lui, il est en train de vanter M. Guillaume Soro. Mais qu'est-ce qu'il dit de M. Gbagbo? Hein? Il y a une décision. Est-ce que le 3e procès est légal? C'est illégal. Mais qui a pour le défendre? Personne. Et c'est pour ça que vous voulez interpeller le Saint-Père que 500 de ces prêtres ont signé la déportation de M. Gbagbo. Ils doivent se repentir maintenant. Qui saisit la France que M. Gbagbo rentre? Il a gagné ces 2 procès. Le 3e est illégal pour exercer son mandat. Merci, bonne continuation. Merci à vous, M. Ebalé. Et voilà donc. Il importe de rappeler que mardi dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, juridiction avec laquelle Abidjan a pris ses distances, a demandé à la Côte d'Ivoire de permettre à Guillaume Soro de se présenter à la présidentielle. En réaction, le régime d'Alassane Ouattara dit ne pas être concerné par cette décision de l'instance judiciaire africaine. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles.
Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.